Adam Bloss presents. That was a fall off from season 2, but then it cratered. It fell off a cliff. This is embarrassingly bad, way worse than anyone could have possibly expected. J'ai l'impression qu'il y a plein de bonne volonté, mais je suis désolé, mais merde, j'ai l'impression que ça fait cheap de fou. Nothing's gonna stand in our way! Mais je n'ai jamais pris autant de plaisir devant une série Netflix que depuis Stranger Things. Il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est plutôt bien fait, bien filmé et bien joué. La série One Piece vient tout juste de sortir et contre toute attente, elle semble avoir ravi les fans. Et ça tombe bien, car Netflix a misé gros sur le programme avec une campagne de marketing omniprésente, un budget quasi sans précédent pour l'adaptation d'un des mangas animés les plus populaires de tous les temps. Si les premiers retours sont plutôt rassurants, il faudra voir si la série rencontre vraiment le grand public sur les prochains jours. Je me suis donc dit que c'était l'occasion parfaite pour aborder la stratégie de Netflix vis-à-vis de ses succès et de ses flops. Et même d'enfin percer le secret derrière ces derniers, et je crois avoir des éléments inédits très intéressants à vous proposer. Déjà, il faut définir ce qu'est un flop, un échec pour le géant du streaming, et ce qui est un succès. S'il est assez simple d'énumérer les nombreux succès comme Orange is the New Black, House of Cards, La Casa de Papel, Bridgerton ou Squid Game, il y a plus de débats sur les échecs. Il faut alors identifier et différencier deux types de flops, le flop critique et le flop commercial. Le flop critique est un programme qui va réaliser des audiences correctes, mais dont l'accueil est au mieux mitigé, au pire très hostile. Je pense évidemment au film Death Note, sorti en 2017, qui s'est fait massacrer par les critiques, ou même l'adaptation en série de Cowboy Bebop, même si en l'occurrence elle rentre aussi pour le flop commercial. Mais plus récemment, la série qui était censée relancer la saga Resident Evil cumule une moyenne de 3,8 sur 10 sur Sens Critique par exemple. Ça concerne alors même certains programmes qui pourtant pourraient être considérés comme des succès. Le meilleur exemple est sûrement Elite, dont chaque nouvelle saison est plus décriée que la précédente, ou même The Witcher dans une moindre mesure. Ces échecs critiques sont évidemment renforcés par l'avènement des agrégateurs de notes comme Sens Critique, Allociné ou IMDb et Rotten Tomatoes aux États-Unis. Et sans surprise, une étude intitulée Exploring the effects of online word of mouth and expert reviews on theatrical movies box office success, publiée en 2011, prouvait déjà l'importance des reviews sur le succès ou non d'un film en salle. Ce qui nous amène donc au deuxième type de flop, le flop commercial. Et si en temps normal, le succès commercial d'une œuvre est plus simple à évaluer que sa réception critique, pour les contenus Netflix, c'est l'inverse. Autant pour les retours, on peut se dire que les séries et films qui n'atteignent pas la moyenne sur Rotten Tomatoes ou équivalent sont des échecs, sauf que pour ce qui est des audiences ou même encore des revenus d'un programme, c'est beaucoup plus complexe. Au cinéma, on sait que pour qu'un film soit un succès, il faut que son résultat au box-office en dollars double à peu près son budget de base, voire plus. Car il faut prendre en compte les coûts du marketing, les coûts cachés, mais aussi les bénéfices des produits dérivés, des ventes de copies physiques, etc. C'est pas une formule parfaite, mais globalement on peut se débrouiller, et d'ailleurs les journalistes sortent souvent l'information. Par exemple, on a appris que Indiana Jones et le dernier Mission Impossible avaient respectivement perdu 100 millions de dollars. Pour Netflix, les chiffres sont imparfaits, voire inexistants. Enfin, ils l'étaient. Le seul moyen était donc simplement d'attendre l'annulation. Jupiter's Legacy, Fate The Wings Saga, Altered Carbon ou encore Sense8 ont toutes été annulées pour ces raisons. Elles ne sont pas parvenues à atteindre le seuil de rentabilité, malgré le succès critique de certaines, comme celle des sœurs Wachowski. Pour le succès, comme dit plus tôt, c'est un peu plus simple. On peut se fier aux agrégateurs de notes, avec des séries comme Arcane, Dark ou Ozark, qui vont venir s'ajouter aux succès commerciaux que constituent Dahmer ou Sex Education par exemple. Sauf qu'encore une fois, sans vrais chiffres, cela restait jusqu'à présent difficile à définir, et Netflix mettait tout en œuvre pour garder ce secret le mieux scellé possible. Mais avant de se pencher en profondeur sur cette problématique des chiffres, je voulais revenir sur la stratégie innovante de Netflix concernant le succès ou l'échec des séries qu'il diffuse. Premièrement, par son mode de diffusion qui va lui permettre d'encaisser plus facilement les échecs et de faire en sorte qu'ils passent inaperçus. En effet, on l'a déjà assez dit, le géant américain diffuse en one shot, parfois découpé en deux parties, ces séries. C'est pour inciter au binge-watching, etc. Mais ça enlève surtout du poids au flop. En effet, auparavant, quand une chaîne de télévision diffusait une série, elle devait définir une case horaire, un créneau durant lequel chaque semaine, un ou plusieurs épisodes seraient dévoilés. Ça comportait un risque majeur, car si le programme ne rencontrait pas le succès attendu, la chaîne devait continuer à subir son échec la semaine suivante. Parce qu'en effet, la déprogrammation, en tout cas en France, est strictement encadrée, et les chaînes ne peuvent pas simplement annuler un programme qui ne marche pas assez. Déjà, car une partie des
des gens vont vouloir avoir la fin de leur série, mais également car le CSA interdit la modification de la grille des programmes sur 3 semaines à moins d'une énorme chute d'audience par rapport à la moyenne de la chaîne sur ce créneau horaire. Une série qui échoue à la télévision, c'est une perte sèche d'audience sur plusieurs semaines, et donc d'annonceurs et de revenus. Une série qui bide sur Netflix, c'est simplement de la communication et une incitation à l'abonnement moins forte. Les gens payent exactement le même prix à la fin du mois qu'ils regardent la série ou qu'ils ne la regardent pas. D'autant que même s'ils ne rencontrent pas un franc succès, le programme va malgré tout venir remplir le catalogue de la plateforme et continuer à engranger des vues après sa sortie. Netflix donne alors l'impression d'adopter la stratégie du die and retry. C'est une technique bien connue des joueurs de jeux vidéo qui consiste simplement à accepter de mourir de nombreuses fois dans un niveau jusqu'à déceler tous les pièges et le réussir. Ainsi, chaque mois, voire même chaque semaine, de nombreuses nouvelles séries ou nouvelles saisons sortent. Il y a énormément de tentatives de genres différents pour des publics différents. La majorité ne parviennent pas à être un succès, mais ils sont très rapidement annulés ou évacués, comme Midnight Mass ou Jupiter's Legacy, qui ont été annulés dans la foulée de leur sortie. Ce qui va permettre d'offrir un équilibre à ce système qui accumule de nombreux échecs, ce sont les hits. Quand je parle des hits, je ne parle pas des succès, mais des méga succès. Squid Game, Stranger Things, La Casa de Papel, ce graphique représente le nombre d'heures totales de visionnage par semaine qui émane du top 10 de Netflix. Ça nous permet d'avoir une petite idée de l'audience moyenne de la plateforme de juillet 2021 à novembre 2022. On voit clairement les hits apparaître et porter l'audience globale. Il s'agit de Squid Game en octobre 2021 et de Mercredi en novembre 2022. On aperçoit également la saison 4 de Stranger Things en mai-juin 2022. Une véritable dépendance à ces hits se dessine ici. Et cela montre aussi, et confirme ce que je disais un peu plus tôt, que contrairement aux chaînes télé qui ont des deals avec des publicitaires qui se basent sur l'audience quasi quotidienne, Netflix, grâce au système d'abonnement, peut se permettre d'avoir une audience extrêmement irrégulière, notamment à cause des flops. Cependant, cette stratégie est en train de montrer ses limites. Premièrement, l'annulation ou même l'absence très rapide de communication des séries qui ne trouvent pas immédiatement leur public empêche celles-ci de profiter d'un véritable bouche à oreille. L'étude intitulée The impact of online word of mouth on television show viewership and invited U-shaped temporal dynamic démontre que lors de la diffusion des premiers épisodes d'une série, le bouche à oreille a un impact quasi inexistant. Or, c'est au milieu de la diffusion de la série, donc au bout de plusieurs semaines, que ce dernier devient vraiment efficace. Si l'étude s'appuie évidemment sur une diffusion traditionnelle, donc pas le binge-watch proposé par Netflix, elle souligne l'importance de ce fameux bouche à oreille dans le succès de certains programmes, et surtout qu'il faut pouvoir leur laisser du temps pour trouver leur audience. The Office US aurait sûrement été annulé par Netflix après sa première saison, au retour mitigé et aux audiences décevantes. Des séries cultes comme Game of Thrones ou Sherlock ont eu des démarrages difficiles, ce qui est impossible avec cette stratégie. La plateforme ne peut plus se permettre de simplement balancer des séries en priant pour que ça marche. Et c'est vrai que la plupart des succès actuels se reposent avant tout sur la hype des spectateurs, l'attente autour d'un programme. Le meilleur exemple est l'engouement autour du phénomène Barbenheimer qu'on a eu cet été. Cependant, c'est une arme dangereuse car cette attente va aussi pouvoir générer beaucoup plus de frustration et de retours négatifs si le résultat n'est pas à la hauteur. Je vous renvoie à ce sujet à la vidéo de Marketing Mania qui en parle à propos du jeu Cyberpunk. Or, Netflix a besoin de hype. On l'a vu, c'est au centre de son modèle économique et d'audience. La plateforme a besoin chaque année d'une série phénomène pour maintenir les gens abonnés et bénéficier d'une couverture médiatique importante. Cela pousse le N Rouge à lancer régulièrement de gros projets, créant de fait une attente chez les gens. Dernièrement, One Piece est l'exemple parfait, avec une des œuvres les plus populaires au monde, jamais adaptée en live action, un budget faramineux et une campagne de communication massive. Et il ne compte pas s'arrêter là avec les futures adaptations d'Avatar ou même de Narnia par Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie. Cette stratégie, tout à fait logique, met cependant en évidence la difficulté que Netflix a d'être au niveau des attentes qu'ils ont eux-mêmes créées. Ils sont excellents pour créer une nouvelle demande insoupçonnée chez les spectateurs, notamment grâce à des données de ciblage très précises, mais créer une série phénomène attendue sur plusieurs années est un autre défi qui paraît encore plus difficile à surmonter. Les échecs seront alors moins facilement pardonnés et peuvent même, à terme, ternir l'image de la marque, ce qui est déjà le cas au niveau des adaptations par exemple. En s'associant à des licences très populaires et en augmentant considérablement les budgets de ces séries, Netflix va à l'encontre de sa stratégie dont j'ai parlé plus tôt, du die and retry. Il sera impossible pour la plateforme de cacher ses flops et de simplement passer à autre chose. Les enjeux sont trop grands. Ils modifient alors un peu leur stratégie, et pour une fois, cette dernière semble payer. En 2022 déjà, l'adaptation de Mercredi, La famille Addams par Tim Burton, montrait bien cette volonté par la plateforme de s'imposer avec des grosses productions visant un très large public à partir
partir de licences connues. Cette décision, qui a aussi abouti à One Piece, s'explique par la concurrence qui s'est appuyée sur des séries d'ampleur inédite, mais aussi par les échecs que Netflix a connus depuis plusieurs années au moment de vouloir lancer des franchises sans vraie licence derrière. Jupiter's Legacy était vendu comme le nouveau programme événement basé sur les super-héros qui cartonne actuellement, avec un budget de près de 200 millions de dollars. Elle a été annulée après la première saison. Il en est de même pour Altered Carbon, la série de science-fiction qui n'a pas survécu sa deuxième saison et dont le budget était énorme, ou encore Hemlock Grove, la série d'horreur que même Netflix a admis avoir été un flop. Et le pire, c'est que ça ne date pas d'hier. Vous ne vous souvenez sûrement pas de la série Marco Polo, et c'est normal. En 2014, la plateforme, alors en pleine expansion, entend frapper un grand coup avec une nouvelle série capable de rivaliser avec Game of Thrones. Sauf que ça ne va pas exactement se passer comme prévu. La série, produite par la Weinstein Company, avant l'affaire MeToo, avait comme objectif de permettre à Netflix de s'étendre en Asie et d'avoir un vrai hit à plusieurs millions de dollars. Mais les retours négatifs et l'absence d'engouement populaire autour du show ont très vite mis fin à l'aventure. Pour One Piece, ça semble visiblement beaucoup mieux se dérouler et il était temps. Pour moi, la plateforme se doit de refaire sa réputation et cela passe par des succès d'estime avec des gros projets, mais dites-moi ce que vous en pensez et quelle vision vous avez aujourd'hui de Netflix. Est-ce que c'est plutôt un service que vous utilisez pour regarder des petits documentaires ou des petites séries sans prétention, ou est-ce que vous en attendez justement des grandes séries événements aussi? Je pense alors qu'elle doit se défaire de son image de série avec peu de budget, principalement pour ados. En tant que mastodonte et numéro 1 des plateformes, Netflix se doit de rivaliser avec House of the Dragons et Last of Us d'HBO, ou encore Rings of Power de Prime, qui ont réussi à créer véritablement l'événement. On l'avait dit, à leur arrivée, les concurrents et leurs licences avaient le potentiel de détruire la plateforme originelle. Elle a résisté tant bien que mal, mais il est temps pour les séries Netflix de passer dans une autre dimension. Mais cette fois, l'erreur ne sera pas permise. D'autant plus que l'ère de l'opacité et du secret des audiences, et donc de la dissimulation des échecs, touche peut-être à sa fin. Depuis le lancement de sa plateforme de streaming, l'entreprise américaine se repose énormément sur les données. Chaque fois que vous regardez un contenu, chaque moment où vous faites pause, chaque fois que vous lâchez une série, chaque clic ou mouvement sur votre télécommande, Netflix le sait. On l'avait vu, c'est même de cette manière qu'il construit certains programmes, par le biais de profils types d'utilisateurs qui partagent des goûts et intérêts communs. C'est ce qui s'est passé pour House of Cards par exemple. Bref, ils savent avec exactitude l'audience de chaque série et film. Pourtant, contrairement à la télévision, au cinéma, à la radio, voire même à cette vidéo YouTube, nous n'y avons pas accès. Ce choix découle d'une stratégie évidente qui permet de cacher facilement les échecs, mais aussi les succès. En effet, on voit régulièrement passer des articles de médias qui reviennent sur les plus gros fours au cinéma cette année, de même pour les audiences télé. Or, c'est impossible pour Netflix. Personne ne sait exactement combien d'utilisateurs ont regardé la dernière saison de You ou de Cursed avec Catherine Langford. C'est donc utile pour garder la maîtrise de la communication et surtout de l'annulation et du renouvellement des séries. Les fans ne peuvent pas argumenter puisqu'ils n'ont pas accès aux résultats et même pire, les producteurs non plus. Plusieurs personnes ayant travaillé pour l'entreprise ont affirmé avoir été dans le flou vis-à-vis du nombre réel de personnes qui avaient regardé leur programme. Cela offre un atout de poids pour Netflix pour négocier une saison 2 par exemple, car ce sont les seuls à savoir la vraie valeur de la série et à pouvoir la comparer avec les autres et donc définir son budget. C'est d'ailleurs une des revendications de la grève des scénaristes qui frappe actuellement Hollywood, à savoir cette absence de transparence sur les chiffres. Vous avez sûrement suivi que les scénaristes et les acteurs manifestent actuellement pour défendre leurs droits. Parmi leurs réclamations se trouve une meilleure protection contre l'intelligence artificielle, mais également une révision du mode de rémunération des droits d'auteur de la part des plateformes. En effet, en temps normal, les membres de la production d'une série avaient une partie de leur rémunération qui dépendait du succès de celle-ci, en fonction des audiences. Or, Netflix, Prime Video ou même Disney+ ne les dévoilent pas. Ils proposent donc un tarif fixe, considéré comme trop bas par les grévistes, et qui ne prend pas en compte la réussite des programmes. Tout simplement car donner un revenu dépendant de l'audience reviendrait à communiquer indirectement dessus, ce que Netflix veut éviter. Les seules communications publiques du géant de streaming concernent évidemment les succès et sont toujours diffusées en data relative. Telle série est la série en anglais la plus vue de tous les temps, ce film a battu le record de visionnage en une semaine. Les concurrents le font aussi d'ailleurs. Disney vient d'annoncer qu'Ashoka, la nouvelle série Star Wars, avait réalisé 14 millions de vues dans le monde et était la série la plus visionnée sur Disney+ en ce moment. Sauf qu'on ne sait pas vraiment comment sont calculés
démêler les 14 millions de vues, ni combien ont fait les autres séries, donc difficile de comparer. Et surtout, il est normal qu'une série qui vient de sortir soit le programme le plus vu de la plateforme. Le contraire serait même carrément inquiétant. Avec Netflix, c'est un peu mieux, mais pas non plus ça. Pendant longtemps, nous avions accès seulement au nombre d'heures vues par les 10 programmes les plus populaires sur une semaine. Le problème, c'est que déjà, ça avantageait de manière évidente les séries plus longues, puisque c'est le nombre d'heures vues total, et surtout, ça n'était pas cumulatif, donc difficile de comparer vraiment au global, puisqu'on avait simplement les résultats de la semaine. Et par exemple, selon vous, quelle série a eu le plus de succès entre la saison 2 de Bridgerton, celle d'Emily in Paris ou celle de The Witcher? Il est impossible de mesurer avec certitude un flop ou un succès sur Netflix. Mais c'était sans compter mes vacances et mon temps à perdre encore une fois. La plateforme diffuse donc des chiffres du top 10 hebdomadaire depuis juillet 2021 et j'ai réussi à récupérer l'ensemble des données jusqu'en janvier 2023. J'ai tout compilé et additionné puis j'ai fait le tri. J'ai enlevé les films et j'ai découpé par saison pour y voir plus clair. Après avoir tout classé, voici le résultat des 150 séries qui cumulaient le plus d'heures de visionnage entre 2021 et 2023. Les résultats paraissent cohérents, sauf certaines telenovelas, qui en raison de leurs très nombreux épisodes par saison, étaient avantagées artificiellement, car elles cumulaient forcément plus de temps de visionnage. J'ai donc divisé ces chiffres par la durée de chaque programme que j'ai dû aller chercher manuellement, pour finalement obtenir un véritable classement des audiences des séries Netflix. Il s'agit à ce jour du classement le plus complet qui existe à ma connaissance. J'ai également rajouté toutes les séries anglaises de 2023, le classement est donc à jour au 1er septembre 2023. Pour la première fois, nous pouvons donc évaluer les succès et les échecs de Netflix et percer ce mystère autour des audiences que le service entretient depuis son lancement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les résultats qui vous étonnent le plus. Personnellement, c'est la très faible audience d'Heartstopper qui cumule moins de 15 millions de vues qui m'a le plus choqué, au point où j'ai refait mes calculs plusieurs fois pour vérifier, parce que pour moi c'était une série assez populaire. Au niveau des succès, rien de bien surprenant. On retrouve en tête Squid Game, Mercredi, Stranger Things 4, Dahmer et La Casa de Papel. Le seul qui dénote est The Night Agent, sorti en début d'année 2023 et qui fait mieux que Bridgerton et The Witcher, et dont j'ai pourtant que très peu entendu parler, et visiblement vous aussi, si j'en crois mon sondage Twitter. Ainsi, pour que One Piece soit considéré comme un succès à sa hauteur, il faudrait qu'il atteigne les 130 millions de vues avant la fin de l'année, et que dès cette semaine, il atteigne au moins les 30 millions de vues, sachant qu'il est sorti un jeudi matin, donc son chiffre sera forcément plus élevé que les séries qui sortent habituellement le vendredi. Les premiers résultats tomberont pile au moment où je sors ma vidéo, donc je vous les partagerai sur mon compte Twitter et mon compte Instagram. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais ce classement révèle surtout le secret le mieux gardé de Netflix et qui concerne les flops de la plateforme. On voit apparaître un seuil en dessous duquel les séries à gros budget sont susceptibles d'être annulées. Voilà donc la vraie raison pour laquelle vos séries préférées ne sont pas renouvelées. Les chiffres sont incomplets et en réalité ça dépend aussi beaucoup du budget, mais on aperçoit que ça se joue autour des 30 millions de vues au sein du top 10. La seule série au-dessus qui a été annulée est 1899, mais c'est sûrement son budget élevé qui nécessitait un succès d'autant plus important. À noter aussi qu'il faut prendre en compte que les audiences baissent d'une saison à l'autre, donc l'exigence est forcément plus importante pour une saison 1 que pour une saison 5 comme Elite. On aperçoit aussi les Wings, Archive 81, Resident Evil, The Midnight Club ou même plus récemment Lockwood & Co, que des séries qui étaient présentées comme de potentiels succès, mais dont on voit qu'elles oscillent entre 10 et 20 millions de vues, bien loin des standards de réussite. Et encore, pour vraiment les qualifier de flop, il faudrait évidemment les mettre en comparaison avec leur budget. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Elite est constamment renouvelée, alors que pourtant ses audiences sont passées en dessous des 20 millions de vues, mais simplement parce qu'il n'y a plus le casting de base, donc les acteurs ne doivent pas être extrêmement bien payés, mais c'est surtout parce qu'une série sur des ados qui se passe dans un lycée, ça coûte forcément moins cher à produire que Resident Evil ou encore les Wings. Aussi, mention spéciale pour Cowboy Bebop et le remake coréen de La Casa de Papel qui ne dépassent même pas les 10 millions de vues et qui sont donc de loin les plus gros flops des dernières années. Je vous laisse l'accès aux documents en description, j'ai même ajouté l'évolution entre deux saisons, ce qui est assez intéressant. Par exemple, Emily in Paris s'est super bien maintenue avec une baisse de seulement 12% d'audience entre la saison 2 et la saison 3, alors que dans le même temps, You a perdu 25%, donc un quart d'audience, et The Witcher et Elite se sont quasiment effondrés
effondré avec une perte de près de 40% de leurs spectateurs entre 2 saisons. D'ailleurs, je pense que la saison 7 d'Elite sera la dernière si cette baisse se poursuit, et pareil pour The Witcher. On dirait pas comme ça, mais ce tableau m'a demandé plusieurs heures de travail et recense plus de 200 séries diffusées sur Netflix entre 2021 et 2023, même s'il comporte des limites car il est basé uniquement sur le top 10 et donc ne prend pas en compte les séries qui font des vues en dehors du top 10, et pourtant elles continuent à en faire. C'est un outil qui pourra s'avérer extrêmement utile dans le futur pour pouvoir comparer la réussite et le succès de programmes de la plateforme, et c'est la première fois qu'on pourra vraiment le faire. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo, mettre un pouce bleu et vous abonner, c'est vraiment ce qui m'aide à pouvoir continuer ce que je fais et c'est très important. Pour conclure, on a vu qu'il était donc de base difficile de définir clairement ce qui constitue un flop ou un succès sur Netflix. Et pour cause, la plateforme repose sur une stratégie complètement innovante et disruptive qui profite de son dispositif pour gérer les échecs plus facilement. Cependant, cette stratégie semble toucher à sa fin. Les chiffres sont de plus en plus accessibles et la concurrence commence à se faire rude. Désormais, l'entreprise de Reed Hastings se doit de générer de l'attente autour de titres majeurs, et cela plusieurs fois dans l'année. En ce qui concerne l'absence de transparence sur l'audience, on peut dire que cette époque est quasiment révolue. Entre le classement que j'ai été capable de mettre sur pied grâce à leurs données, l'arrivée des annonceurs avec l'abonnement publicitaire qui vont demander à pouvoir accéder à des audiences précises, ou encore la grève qui a lieu à Hollywood. Netflix ne peut plus se cacher, continue à cultiver le secret comme une jeune start-up révolutionnaire qui garde pour elle une recette magique. Le service est devenu ultra mainstream, va perdre en flexibilité et en opacité. Et ce n'est pas grave, mais je pense qu'il sera intéressant de surveiller les mouvements de Netflix dans les mois à venir, alors que Disney semble petit à petit rétro-pédaler sur sa stratégie all-in sur Disney+, qui n'aurait pas porté ses fruits en termes d'abonnement et de résultats financiers, entraînant l'annulation de séries phares prévues comme Spider-Week, et qu'HBO semble avoir du mal à se faire une place. Certains programmes déjà existants commencent même à disparaître des plateformes pour faire des économies. Le service de streaming rouge a été beaucoup bousculé ces dernières années, souvent annoncé comme mort, mais il tient bon. La plupart des experts du marché affirment que d'ici 3 ans, il ne restera que 3 plateformes. Netflix a fait le dos rond, augmenter ses prix tout en limitant la casse pour rassurer ses actionnaires avec l'abonnement avec publicité et la fin du partage de comptes. Mais il est peut-être temps pour lui de passer une nouvelle fois à l'offensive après avoir laissé couler la vague post-Covid et de s'affirmer définitivement comme la plateforme de streaming ultime, atteindre sa forme finale, produire des séries plus ambitieuses et partager ses audiences. Cela passe par des programmes comme One Piece qui vont être des méga hits, mais aussi par une avance stratégique sur le partage de ses données et un réalignement de la stratégie de diffusion et de communication autour des séries. Netflix doit devenir le pionnier de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour les plateformes, mais rien ne dit que la firme en soit vraiment encore capable. If you enjoyed this video, you might like this one about the representation of wealth on the pop culture. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. See you soon.